Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, la Commission européenne a proposé une réforme du marché de l'électricité pour protéger les consommateurs contre les hausses de prix de l'énergie et accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Les négociations des réformes entre les pays de l'UE et le Parlement européen sont en cours. Hier, la Commission européenne a proposé une refonte des règles du marché européen de l'électricité afin de tenter d'accroître l'utilisation des contrats d'électricité à prix fixe, de protéger les consommateurs contre les hausses de prix et d'accélérer le passage aux énergies renouvelables. L'Union européenne a déclaré l'année dernière qu'elle allait réformer son marché de l'électricité après que les coupures d'approvisionnement en gaz russe consécutives à l'invasion de l'Ukraine par Moscou ont fait grimper les prix de l'électricité en Europe à des niveaux records, contraignant les industries à fermer et alourdissant les factures des ménages. La réforme visera à rendre les factures d'énergie des consommateurs et des entreprises européennes plus indépendantes des prix du marché à court terme. Pour découpler les prix à la consommation des marchés à court terme, nous proposons d'étendre le rôle des instruments à long terme, d'introduire des mesures visant à stimuler le marché des accords d'achat d'électricité et d'améliorer la flexibilité des systèmes électriques grâce à des mesures de stockage et de réponse à la demande. Par exemple, les aides d'État accordées par les pays de l'UE aux nouveaux investissements dans l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, géothermique et nucléaire prendraient la forme d'un contrat bidirectionnel appelé contrat pour la différence ou CFD. Les CFD accorderaient aux producteurs un prix d'exercice fixe pour leur électricité, quel que soit le prix sur le marché de l'énergie à court terme. Les pays devraient également offrir des garanties publiques pour encourager les accords d'achat d'électricité, à travers un autre type de contrat à long terme, permettant d'acheter de l'électricité directement à un producteur. Si les prix de l'énergie atteignent des niveaux extrêmes, l'UE a indiqué que les gouvernements seraient autorisés à fixer temporairement le prix d'une partie de l'électricité utilisée par les consommateurs. D'autres propositions visent à améliorer la protection des consommateurs. Ceux-ci auraient le droit de demander des contrats à prix fixe aux grands fournisseurs d'électricité, et les pays seraient tenus de protéger les consommateurs vulnérables, afin qu'ils ne soient pas coupés par leurs fournisseurs s'ils ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité. Les propositions de l'UE visent également à éliminer plus rapidement le gaz de la palette énergétique européenne, tout en soutenant les investissements dans les énergies renouvelables, nécessaires pour abandonner les combustibles fossiles russes et atteindre les objectifs fixés en matière de changement climatique. Les pays de l'UE et le Parlement européen doivent négocier et approuver les réformes, certains souhaitant qu'un accord final soit conclu cette année. Et le ministre allemand de l'économie issu du parti écologiste souhaite interdire les chaudières au fioul et au gaz l'année prochaine afin d'atteindre les objectifs climatiques du gouvernement. Un projet de loi stipule que les nouveaux systèmes de chauffage ne peuvent être installés que s'ils produisent de la chaleur sur la base d'au moins 65% d'énergie renouvelable, ce qui exclut de fait la chaleur produite à partir de pétrole et de gaz. En outre, les chaudières à mazout et à gaz existantes doivent être remplacées au plus tard après 30 ans. Les médias allemands ont rapporté que les propriétaires qui ne se conformeraient pas à la loi pourraient se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 €, bien que certains experts estiment que les autorités locales pourraient d'abord émettre des avertissements. Les ramoneurs sont tenus de signaler toute infraction aux autorités. Le ministre de l'économie a promis des exemptions ou des solutions partielles pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer le changement. Mais les deux autres partenaires de la coalition ont exigé des modifications de la loi, affirmant qu'elle devait être fondamentalement révisée. Et le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie ont convenu de travailler ensemble pour développer ce que Rishi Sunak a appelé l'un des sous-marins les plus avancés que le monde ait jamais connu. Le Premier ministre a lancé le pacte qui créera des milliers d'emplois dans les chantiers navals britanniques avec son homologue australien Anthony Albanese et le président américain Joe Biden sur une base navale en Californie. Le Premier ministre britannique a déclaré que le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie travailleront ensemble pour préserver les océans grâce à une nouvelle génération de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire. Lors de la présentation du pacte de défense AUKUS en Californie, Rishi Sunak a déclaré qu'il s'agissait d'une réponse à un monde défini par le danger, le désordre et la division. Mais en fin de compte, la défense de nos valeurs dépend comme toujours de la qualité de nos relations avec les autres. Et ces alliances seront renforcées par AUKUS, le partenariat multilatéral de défense le plus important depuis des générations. AUKUS associe notre engagement durable en faveur de la liberté et de la démocratie
aux capacités militaires, scientifiques et technologiques les plus avancées. Cela transparaît clairement dans les plans que nous dévoilons aujourd'hui pour les nouveaux sous-marins AUKUS, l'un des sous-marins à propulsion nucléaire les plus avancés que le monde ait connu. Sunak a rencontré le président américain Joe Biden et le premier ministre australien Anthony Albanese à San Diego pour annoncer la prochaine étape du projet AUKUS. Les sous-marins britanniques seront principalement construits par BAE Systems et Rolls-Royce, ce qui contribuera à créer des milliers d'emplois. Ils devraient être mis en service pour la Royal Navy d'ici la fin des années 2030. Notre partenariat est important car non seulement nous construisons ces sous-marins ensemble, mais ils seront aussi véritablement interopérables. Pour la première fois, 3 flottes de sous-marins travailleront ensemble dans l'Atlantique et le Pacifique. Nos océans resteront libres, ouverts et prospères pour les décennies à venir. Les sous-marins australiens seront construits en Australie méridionale, en utilisant certains composants fabriqués au Royaume-Uni, et entreront en service au début des années 2040. Les nouveaux sous-marins intégreront également la technologie américaine. Notre coopération trilatérale sans précédent témoigne, je crois, de la force des liens qui nous unissent depuis longtemps. Le partenariat AUKUS a été annoncé en 2021, l'Australie cherchant à contrer les actions de la Chine dans le Pacifique. En réaction à ce lancement, la Chine a accusé les 3 pays d'alimenter une nouvelle course aux armements. Et de manière surprenante, un prestigieux institut de recherche français rompt ses liens avec une académie chinoise de premier plan, mettant ainsi fin à un partenariat de près de 20 ans. Voici un examen plus approfondi de la situation. L'Institut Pasteur, basé à Paris, a suspendu son partenariat avec l'Académie chinoise des sciences. Il a également annoncé son retrait d'un institut de recherche commun à Shanghai. Selon la revue Nature, la décision a été prise en décembre dernier, après 1 an de dialogue entre les 2 parties. L'Institut Pasteur a été fondé il y a plus d'1 siècle par Louis Pasteur, inventeur de la méthode de pasteurisation et père fondateur de la microbiologie. À ce jour, 10 scientifiques de l'Institut ont reçu le prix Nobel. Depuis 2004, l'organisation française co-dirige avec la Chine l'Institut Pasteur de Shanghai, qui se consacre à la recherche sur les maladies infectieuses. L'établissement a étudié des virus comme Ebola, le VIH et le Covid-19. L'Institut de Shanghai est désormais placé sous la supervision de la Chine, et un porte-parole de Pasteur a indiqué que le nom de l'Institut allait être modifié. Les raisons de cette rupture ne sont pas encore claires, mais un biologiste travaillant avec l'Institut de Shanghai estime qu'elle signale potentiellement la fin d'une ère de partenariat scientifique. Depuis la pandémie de Covid-19, la Chine communiste est sous le feu des critiques, à la fois pour avoir dissimulé les origines du virus et pour avoir imposé des mesures de confinement rigoureuses à sa population. Parallèlement, l'Occident cherche à se dissocier du régime dans de multiples domaines, alors que Pékin resserre ses liens avec la Russie et multiplie les menaces à l'encontre de Taïwan. Une fusée chinoise s'est brisée dans l'espace et ses débris ont fait une chute incontrôlée vers la Terre, atterrissant dans une zone rurale du Texas. Un reportage signé Sam Wang de NTD. La fusée avait été lancée en juin de l'année dernière, transportant 3 satellites de surveillance militaire. Ces engins étaient dirigés vers la mer de Chine méridionale. Jusqu'à présent, la Chine n'a pas abordé la question de la rentrée imprévue dans l'atmosphère et n'a pas partagé les données de la trajectoire avec les États-Unis. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déjà critiqué la Chine par le passé, lui reprochant sa négligence et son manque de transparence. Jusqu'à présent, aucun débris n'a été retrouvé. Les autorités pensent qu'ils ont pu tomber n'importe où dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ce n'est pas la première fois que la Chine est critiquée pour ses débris de vaisseaux spatiaux. L'année dernière, des morceaux d'un propulseur chinois ont plongé dans l'océan Pacifique à la suite d'une rentrée atmosphérique incontrôlée. Bien qu'aucun dommage n'ait été signalé dans l'immédiat, l'incident a entraîné la fermeture de l'espace aérien espagnol, provoquant des retards considérables pour des centaines de vols. Dans la plupart des pays, des plans pour le retour des engins spatiaux sont exigés. L'objectif est d'éviter de laisser une quantité excessive de débris spatiaux en orbite basse. Cela pourrait entraîner la collision de débris avec des satellites, ce qui représenterait également un grand danger pour les civils si des débris spatiaux retombaient inopinément sur la Terre. Pékin a nommé un général sanctionné par les États-Unis au poste de ministre de la Défense. Quel est son parcours? Jetons-y un coup d'œil en compagnie de Tiffany Mayer de NTD. Pour la première fois, le chef du Pentagone devrait traiter avec un homologue chinois sanctionné par les États-Unis. Pékin a nommé dimanche un nouveau ministre de la Défense ainsi que 4 vice-premiers ministres.
Le nouveau chef de la défense, Lee Chung-fu, figure sur une liste noire américaine pour avoir acheté des armes russes. Ce qui distingue Lee, c'est son expérience technique. Lee a été un ingénieur en aérospatial. Il a également dirigé une branche de l'armée chinoise chargée d'accélérer les capacités de guerre spatiale et cybernétique de la Chine. La nomination de Lee intervient alors que Washington s'efforce de rétablir les communications militaires avec la Chine. Celles-ci ont cessé après la visite de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan en août dernier. Réagissant à la nomination de Lee, un porte-parole du Pentagone a déclaré que l'armée américaine ne pouvait pas commenter les informations diffusées par les médias sur les changements de dirigeants en Chine. Il a ajouté que le ministère de la Défense avait clairement exprimé sa volonté de maintenir la communication avec l'armée chinoise. Plus d'informations sur les conséquences des faillites de la SVB, la Silicon Valley Bank, et de la Signature Bank. Les valeurs bancaires ont chuté lundi sur fond d'inquiétude quant à la suite des événements. Les investisseurs sont très attentifs aux banques qui ont des problèmes similaires. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur les retombées des deuxième et troisième plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis. Les banques plus petites que celles dites trop grandes pour faire faillite ont subi une énorme pression lundi. Les actions de la First Republic Bank ont chuté de 60% dans les premiers échanges sur le marché. PacWest a chuté de 35% lors de la première séance du marché. Les actions de Western Alliance ont chuté de plus de 80%, soit la plus forte baisse jamais enregistrée en une journée. Elles ont légèrement progressé au cours de la journée pour clôturer en baisse de 47%. Les actions de Charles Schwab ont chuté de 23% au cours de la séance de lundi, mais ont regagné du terrain clôturant en baisse de 11%. Et ce, bien que la banque ait assuré que sa situation était saine. Les actions d'autres banques régionales et sociétés financières sont également en baisse, ce qui témoigne d'un malaise persistant malgré la réaction agressive du gouvernement fédéral, annoncée dimanche pour protéger les déposants. Les employés de la Société fédérale d'assurance dépôt ont assuré aux clients inquiets qui faisaient la queue devant le siège de la Silicon Valley Bank en Californie que leur argent était en sécurité. N'hésitez pas à faire vos transactions comme d'habitude, nous demandons juste un peu de temps en raison du volume. Mais de nombreux clients ont évité tout risque. Nous sommes ici pour voir si nous pouvons obtenir l'argent rapidement. Je vais le vider. J'ai appris ma leçon. Et je ne vais pas mettre tout l'argent au même endroit. Selon le Mortgage News Daily, les taux hypothécaires fixes à 30 ans ont chuté un peu moins de 6,6% lundi. Le marché du logement pourrait voir davantage d'acheteurs si la tendance se poursuit. Les taux sont influencés par le rendement du Trésor à 10 ans qui a chuté en raison des récentes faillites bancaires. Les données sur l'inflation américaine attendues mardi pourraient accroître la volatilité du marché, même si les investisseurs considèrent que la Fed donne la priorité à la stabilité financière. La Réserve fédérale enquête sur la Silicon Valley Bank afin de déterminer comment les régulateurs, y compris certains fédéraux, ont manqué la tempête financière. Leur examen devrait être rendu public le 1er mai. Les restes d'un aristocrate romain et de 61 autres personnes ont été mis au jour par des archéologues dans le nord de l'Angleterre. On regarde. Les restes de cette femme non identifiée remonteraient à plus de 1000 ans. Son squelette ainsi que des bijoux ont été trouvés dans un cercueil très rare recouvert de plomb. Il a été découvert l'année dernière dans le cimetière caché de la ville de Leeds. Les archéologues ont trouvé des hommes, des femmes et 23 enfants sur ce site archéologique jusqu'alors inconnu. Ils espèrent que ce cimetière vieux de 16 siècles les aidera à comprendre une période importante de l'histoire, en grande partie non documentée. Il s'agit de la période de transition entre la chute de l'Empire romain en 400 avant Jésus-Christ et l'établissement des royaumes anglo-saxons ultérieurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.